Bonjour à tous. Après avoir étudié la structure sociale et la mobilité sociale, on continue avec un chapitre qui touche directement l'expérience quotidienne des individus, le travail et l'emploi. C'est un thème central en SES, parce que le travail n'est pas seulement une activité économique. Il produit des revenus, mais il donne aussi un statut, une identité, des relations sociales, des droits, une place dans la société. Pourtant, depuis plusieurs décennies, les formes d'emploi, les organisations du travail et les frontières entre travail et hors travail se transforment profondément. Pour comprendre ces mutations, il faut commencer par distinguer des notions qui sont souvent confondues. Le travail, l'activité, l'emploi, le chômage et l'inactivité. Le travail désigne une activité productive, c'est-à-dire une activité qui contribue à produire des biens ou des services. Mais tout travail n'est pas forcément un emploi. Le travail domestique, comme préparer les repas, s'occuper des enfants, aider une personne dépendante ou entretenir un logement, est bien un travail au sens sociologique, car il demande du temps, des compétences et produit des effets utiles. Pourtant, il n'est pas toujours reconnu comme un emploi parce qu'il n'est pas nécessairement rémunéré, déclaré ou encadré par un contrat de travail. De même, le bénévolat dans une association est une forme de travail non rémunéré. Cette distinction est importante parce qu'une société peut dépendre massivement d'activités de travail qui ne sont pas comptées comme des emplois. L'emploi, lui, désigne une forme institutionnalisée du travail. Il est généralement rémunéré et reconnu dans les statistiques, le droit du travail et la protection sociale. Avoir un emploi, c'est occuper une position reconnue dans le système productif, que l'on soit salarié ou non salarié. Le salarié travaille sous l'autorité d'un employeur, dans le cadre d'un contrat de travail, en échange d'un salaire. Le non-salarié travaille à son compte. Il peut être artisan, commerçant, profession libérale, agriculteur, entrepreneur individuel ou indépendant. Cette distinction entre salarié et non-salarié est importante parce qu'elle renvoie à des statuts, des protections et des formes d'autonomie différentes. Le salarié bénéficie en principe d'un ensemble de droits liés au salariat, comme un contrat, une rémunération, des congés, une protection contre certains risques sociaux. Le non-salarié dispose souvent d'une plus grande autonomie dans l'organisation de son activité, mais il supporte aussi davantage de risques économiques. L'activité, au sens statistique, regroupe les personnes qui participent au marché du travail, c'est-à-dire celles qui ont un emploi et celles qui sont au chômage. Être actif ne veut donc pas dire seulement travailler. Un chômeur est actif parce qu'il recherche un emploi et se rend disponible pour travailler. À l'inverse, une personne inactive n'est ni en emploi ni au chômage. Cela peut être un étudiant qui ne cherche pas d'emploi, un retraité, une personne au foyer, une personne découragée qui ne recherche plus activement, ou une personne empêchée de travailler. Le chômage désigne la situation d'une personne sans emploi, disponible pour travailler et recherchant activement un emploi. Cette définition permet de comprendre pourquoi les frontières entre emploi, chômage et inactivité peuvent être plus floues qu'elles ne le semblent. Ces frontières deviennent plus incertaines parce que les formes d'emploi se diversifient. Pendant longtemps, l'emploi typique dans les sociétés salariales était le CDI à temps plein, relativement stable, avec un lieu de travail identifié, des horaires réguliers, une carrière dans une organisation et une protection sociale attachée à l'emploi. Ce modèle existe toujours et reste central, mais il coexiste avec des formes plus instables ou plus hybrides. Contrat court, intérim, temps partiel subi, stage, apprentissage, micro-entrepreneuriat, travail indépendant économiquement dépendant d'une plateforme ou d'un donneur d'ordre, cumul de petits emplois, activité réduite pendant une période de chômage. Une personne peut être officiellement en emploi tout en travaillant peu, de manière discontinue ou avec un revenu insuffisant. Une autre peut être indépendante juridiquement, mais dépendre en pratique d'un algorithme, d'une plateforme ou d'un client dominant. Les catégories statistiques restent nécessaires, mais l'expérience réelle du travail devient plus complexe. La qualité de l'emploi est donc une notion essentielle. Il ne suffit pas de savoir si une personne a un emploi. Il faut aussi savoir quel type d'emploi elle occupe. Un emploi peut être de bonne ou de mauvaise qualité selon plusieurs critères. Le premier est le niveau de salaire. Un emploi peut permettre de vivre correctement ou au contraire maintenir dans la précarité. Le deuxième est la sécurité économique. Un CDI stable ne produit pas les mêmes perspectives qu'une succession de contrats courts ou de missions incertaines. Le troisième est l'horizon de carrière. Certains emplois offrent des promotions, des formations, une progression salariale, une reconnaissance de l'expérience. D'autres enferment dans des tâches peu évolutives. Le quatrième critère est le potentiel de formation. Un emploi peut permettre d'apprendre, de développer des compétences, de devenir plus autonome, ou au contraire d'user les travailleurs sans augmenter leur employabilité. Le cinquième critère concerne les conditions de travail, pénibilité physique, stress, horaires atypiques, exposition aux risques.
Intensité du travail, pression hiérarchique, autonomie, relation avec les collègues ou les clients. Enfin, la variété des tâches compte aussi. Un travail répétitif, très contrôlé et sans marge d'initiative n'a pas les mêmes effets qu'un travail plus diversifié et plus autonome. Ces questions de qualité de l'emploi sont liées aux formes d'organisation du travail. Pour comprendre les mutations actuelles, il faut revenir au modèle taylorien. Le taylorisme, associé à Frederick Taylor, repose sur une division très poussée du travail. La division horizontale consiste à découper le processus de production en tâches simples et spécialisées. Chaque travailleur exécute une opération précise, répétée, qui ne demande pas forcément de comprendre l'ensemble du processus. La division verticale sépare ceux qui conçoivent et organisent le travail de ceux qui l'exécutent. Les ingénieurs, les cadres et la direction définissent les méthodes. Les ouvriers ou employés les appliquent. La relation hiérarchique est stricte, le contrôle est important, et l'objectif est d'augmenter la productivité en supprimant les gestes inutiles, en standardisant les tâches et en accélérant les rythmes. Le taylorisme a eu des effets économiques puissants. Il a permis de produire en grande quantité, de réduire certains coûts, de diffuser des biens de consommation et d'augmenter la productivité. Mais il a aussi été critiqué pour ses effets sur les travailleurs. La répétition des gestes, la faible autonomie, la séparation entre conception et exécution, la surveillance et l'intensification des cadences peuvent produire de la fatigue, de l'ennui, une perte de sens, des troubles physiques et psychologiques. Le travailleur devient parfois l'exécutant d'une tâche fragmentée dont il ne maîtrise ni l'objectif global ni l'organisation. C'est ce que l'on peut appeler une forme d'aliénation au travail. Le travail ne permet plus de se réaliser. Il devient seulement contrainte et exécution. Les organisations post-tayloriennes apparaissent en partie comme une réponse aux limites du taylorisme. Elles reposent sur plus de flexibilité, une recomposition des tâches, une recherche de polyvalence, une meilleure adaptation à la demande, parfois un management participatif. Au lieu de répéter toujours le même geste, les travailleurs peuvent être amenés à réaliser plusieurs tâches, à résoudre des problèmes, à participer à l'amélioration de la qualité, à travailler en équipe, à s'adapter aux besoins du client ou à utiliser des outils numériques. Le post-taylorisme peut donc donner davantage d'autonomie, reconnaître les compétences, améliorer la variété des tâches et rendre le travail plus intéressant. Mais là encore, il faut éviter une vision trop positive. Le post-taylorisme peut aussi renforcer la pression. La polyvalence peut être une richesse lorsqu'elle s'accompagne de formation, de reconnaissance et d'autonomie réelle. Mais elle peut devenir une contrainte lorsqu'un salarié doit faire plus de tâches avec moins de temps. Le management participatif peut donner la parole aux travailleurs, mais il peut aussi servir à obtenir leur adhésion à des objectifs imposés. La flexibilité peut permettre d'adapter l'activité, mais elle peut aussi rendre les horaires plus imprévisibles, augmenter l'intensité du travail et transférer les risques vers les salariés. Les organisations contemporaines mélangent donc souvent autonomie et contrôle. On demande aux salariés d'être responsables, adaptables, engagés, mais sous des objectifs de performance, des indicateurs, des délais et des évaluations de plus en plus précis. Le numérique accentue ces transformations. Il brouille d'abord les frontières entre travail et hors-travail. Le télétravail permet de travailler depuis son domicile ou depuis un tiers-lieu, ce qui peut réduire les temps de transport, donner de l'autonomie et faciliter certaines formes de concentration. Mais il peut aussi rendre le travail plus envahissant. Quand l'ordinateur professionnel, le téléphone et les messages sont toujours accessibles, la séparation entre temps de travail et temps personnel devient plus fragile. Le salarié peut répondre à des mails le soir, préparer une réunion le week-end, rester mentalement disponible, même lorsqu'il n'est plus officiellement au travail. Le numérique peut donc renforcer la flexibilité, mais aussi l'intensification et le sentiment de ne jamais décrocher. Le numérique transforme aussi les relations d'emploi. Les plateformes numériques organisent certaines activités en mettant en relation des clients et des travailleurs, par exemple pour la livraison, le transport, les services à domicile, la microtâche ou certaines prestations indépendantes. Dans ces situations, le travailleur peut être juridiquement indépendant, mais son activité est parfois fortement organisée par la plateforme. Tarifs, notation, accès aux missions, visibilité, rythme, sanctions éventuelles. On parle alors parfois de management algorithmique parce que les décisions ne sont pas toujours prises directement par un supérieur humain, mais par des systèmes de classement, de recommandations ou de notation. Cela peut donner une impression d'autonomie tout en créant une dépendance économique et technique. Le numérique peut aussi accroître la polarisation des emplois. L'idée de polarisation signifie que l'emploi tend à se développer davantage aux deux extrémités de l'échelle des qualifications. D'un côté des emplois très qualifiés, bien rémunérés, liés à la conception, à l'expertise, à la gestion, à la recherche, aux données ou à l'ingénierie.
De l'autre, des emplois de service souvent peu qualifiés, peu automatisables parce qu'ils impliquent une présence physique, du soin, de la relation ou de la manutention. Entre les deux, certains emplois intermédiaires routiniers peuvent être fragilisés parce que leurs tâches sont plus facilement automatisables ou délocalisables. Cette polarisation peut renforcer les inégalités de qualité d'emploi. Certains travailleurs gagnent en autonomie, en qualification et en rémunération, tandis que d'autres subissent précarité, horaires morcelés, faible salaire ou contrôle numérique. On comprend alors pourquoi le travail est à la fois un facteur d'intégration sociale et une source possible de fragilisation. Le travail intègre d'abord parce qu'il donne un revenu. Avoir un emploi permet de consommer, de se loger, de se projeter, d'accéder à une certaine autonomie. Il intègre aussi parce qu'il donne une place reconnue dans la société. Lorsqu'on demande à quelqu'un «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?», la réponse attendue concerne souvent le métier. Le travail participe donc à l'identité sociale. Il crée aussi des relations, collègues, clients, hiérarchie, partenaires, syndicats, collectifs professionnels. Il structure le temps quotidien, donne des routines, des objectifs et parfois un sentiment d'utilité. Enfin, l'emploi ouvre des droits sociaux, assurance chômage, retraite, formation, protection maladie selon les systèmes, reconnaissance institutionnelle. Mais ce pouvoir intégrateur peut s'affaiblir. Le chômage persistant prive les individus non seulement de revenus, mais aussi de reconnaissance, de liens professionnels, de confiance en soi et de projection dans l'avenir. La précarisation de l'emploi peut également fragiliser l'intégration sociale. Un salarié en contrat court, en horaires instables, en temps partiel subi ou en mission discontinue peut avoir du mal à construire une carrière, à accéder au logement, à obtenir un crédit, à organiser sa vie familiale ou à se sentir pleinement reconnu. La polarisation de la qualité des emplois peut créer une société où certains disposent d'emplois protecteurs et enrichissants, tandis que d'autres occupent à des emplois nécessaires mais peu reconnus, mal rémunérés et usants. Il faut donc retenir une idée centrale. Les mutations du travail et de l'emploi ne se résument pas à une disparition du travail, ni à une simple modernisation heureuse. Le travail reste au cœur de l'intégration sociale, mais il change de forme. Les frontières entre travail, emploi, chômage et inactivité deviennent plus incertaines. La qualité des emplois devient un enjeu aussi important que la quantité d'emplois. Les organisations du travail évoluent du modèle taylorien vers des formes plus flexibles et plus participatives, mais cette évolution produit à la fois de l'autonomie et de nouvelles contraintes. Le numérique transforme les lieux, les temps, les relations d'emploi et les modes de contrôle. Enfin, certaines évolutions, comme la précarité, le chômage durable et la polarisation des emplois, peuvent affaiblir le rôle intégrateur du travail. Pour le bac, la conclusion est claire: comprendre les mutations du travail, ce n'est pas seulement décrire de nouveaux métiers ou le télétravail, c'est analyser comment les transformations de l'emploi modifient les revenus, les statuts, les protections, les conditions de travail et la place des individus dans la société. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.